Hello le monde! C'est encore nous. Bienvenue ou re-bienvenue à notre chaîne Check ça! Les théories du complot, hein? Tout le monde aime ça. En secret, par exemple. Parce que devant les autres, il faut qu'on dise bullshit! Mais tout seul, devant notre ordi, ben là, on explore les théories les plus folles qui concernent nos célébrités préférées. On a soif de mystère, hein? Bien sûr, on n'y croit pas, hein? Mais quand on essaye de s'endormir le soir sur notre oreiller, ben là, on se dit, hein? Là, notre cerveau se laisse aller, puis on se dit, d'un coup que c'est vrai! Imaginons, là! Hein? Puis là, ben, on aime ça. On aime ça, on est fait de même. Essayez pas, je le sais que vous aimez ça. Oui, vous aimez ça. J'ai déjà une première théorie. Oui. Est-ce que Deadpool, il est genre gay avec Wolverine? Tout le monde le sait. Hein? C'est même pas une théorie. Hein? Il essaie même pas de le cacher, hein? Je suis sûre qu'aujourd'hui, vous allez dormir avec une image de Deadpool qui fait plein de blagues. Oui. Alors, je vous ai préparé pour vous, juste pour vous, 5, pas de 5, hein? 5 théories de complot, hein, plus ou moins, qui concernent 5 célébrités que vous aimez ou que vous détestez, mais ça revient au même. Puis je pense que ça va vous intéresser. Alors, un conseil, restez avec nous. Restez avec nous. C'est bon? Miam, c'est bon. Mais... Attention. Psychopathe, là. Buvez modérément. Oui. Hein? L'alcool, c'est merveilleux, mais ça se consomme avec modération. Oui, c'est ça. Oui. D'abord, avant qu'on parle de la théorie, je voulais remercier, nous deux, on voulait remercier les Marocains et l'Afrique du Sud qui nous regardent. D'un coup, ça fait pouf! Oui, merci infiniment. Bienvenue sur notre chaîne. On est heureux que vous nous regardiez de si loin. Oui. On est fiers. Alors, on commence! Mais oui, c'est sûr. On va commencer avec Michael Jackson. Ben oui, hein? Le film qui sort, là, tous les YouTubers parlent de Michael Jackson. Mais c'est pas grave, m'en parler pareil. Mais oui! Alors, Michael Jackson et Dave. On se souvient tous de cette fameuse journée du 25 juin 2009, quand le roi de la pop est décédé suite à un arrêt cardiaque. Pourtant, j'ai dîné avec lui, ça me passait. Une première autopsie de 3 heures a d'abord été effectuée le lendemain du décès pour le compte du coroner du comté de L.A., qui a déclaré sa mort accidentelle en l'attribuant à une surdose de propofol. Mais une seconde autopsie, ordonnée 2 mois plus tard par la famille Jackson, a plutôt conclu en un homicide involontaire attribuant sa mort à un cocktail de substances toxiques et le propofol. Ce rapport d'autopsie affirme étonnamment que Jackson était un homme d'assez bonne santé pour son âge. Et le documentaire sur la préparation de la tournée des Hits semble bien confirmer tout ça. Sauf qu'en réalité, comme on s'en doute, le film, il montre évidemment juste les bons moments et cache soigneusement tout ce qui se passait en coulisses. Plusieurs parmi les proches de Michael
dont l'attaché de presse pour la famille Jackson, Arthur Phoenix, ont pourtant affirmé que Jackson n'était absolument pas prêt, ni physiquement, ni mentalement, pour assurer cette colossale tournée de 50 concerts. Ce sont des milliards de dollars qui étaient en jeu, dont une grande partie qui était déjà dépensée. Alors il n'était pas question d'annuler, il fallait qu'il performe, coûte que coûte. Karen Fay, la maquilleuse et amie proche de Michael depuis ses débuts, a dit avoir vu de ses yeux la santé de Michael rapidement se détériorer. Elle a tenté de sonner la sonnette d'alarme. Le docteur Conrad Murray, le cardiologue chargé de prendre soin de Michael, a rassuré le producteur Randy Phillips que non seulement le roi de la pop avait physiquement toute la forme et l'énergie nécessaires pour performer, mais aussi qu'annuler la tournée à ce stade risquerait plus de lui nuire que de vraiment l'aider. Et pourtant, en 2020, le Daily Mirror révèle des détails qui sont restés cachés de l'autopsie, comme le fait que Michael n'avait plus que la peau et les os, que son corps était complètement couvert de marques d'injection et qu'il avait perdu tous ses cheveux. Il ne consommait plus que des pilules, selon un proche de l'artiste. On est tous d'accord sur le fait qu'il y a plein d'éléments très étranges dans l'affaire de la mort de Michael. Comme le fait que Conrad Murray était un bien meilleur fournisseur de drogue que docteur, finalement. Il était médecin et il lui administrait du propofol. C'est un puissant anesthésiant dont l'usage est normalement strictement réservé pour les opérations chirurgicales. Mais Michael en était venu à l'utiliser pour s'endormir, pour lutter contre ses insomnies à chaque jour. Vous imaginez? Le soi-disant docteur ne savait même pas pratiquer la technique de réanimation, le RCP, correctement. C'était la base, pourtant. Et il était cardiologue, je le répète, un spécialiste du cœur. La sœur de Michael, la Toya Jackson, a dit en entrevue que Michael lui avait dit plusieurs fois que ses jours étaient comptés, qu'on voulait le tuer. Sa fille Paris a aussi affirmé qu'elle croyait que son père a été tué. Mais très tôt après sa mort, il y a une autre théorie qui a aussi commencé à circuler. Elle affirmait quant à elle qu'il aurait en fait simulé sa mort. Peut-être que devant toutes ces dettes, ces menaces de mort, et voyant qu'il n'était pas en état d'assurer la tournée, il a peut-être voulu disparaître de la scène publique. Peut-être qu'il prévoyait un retour surprise, comme le suggèrent plusieurs indices dissimulés sur la pochette de ses albums. Ça expliquerait plusieurs choses vraiment bizarres. Le Dr Murray n'a jamais fourni de réponse satisfaisante pour expliquer pourquoi il ne s'est pas servi de son portable pour appeler le 911 immédiatement, plutôt que téléphoner à un garde du corps comme il l'a fait. L'ambulance qui roule sans se presser, sans lumière, sans sirène, durant tout le trajet. Pourtant, des témoins ont vu que le Dr Murray continuait des manœuvres de réanimation à l'intérieur du véhicule. Tout le monde agissait comme s'il était toujours en vie, mais sans urgence. L'ambulance a emmené Jackson au UCLA, même si d'autres hôpitaux étaient situés bien plus proches. Aucun des 3 certificats de décès ne mentionne la cause de la mort, et ils sont même pas signés par un médecin. Mais pour moi, la seule chose qui m'a forcé à remettre la réalité en question, c'est une entrevue menée par Larry King, le mec aux bretelles, une entrevue avec David Charles Rothenberg, connu sous le nom plus étrange de Dave, qui s'était fait brûler vif par son propre père alors qu'il n'avait que 6 ans, pour se venger de sa mère, parce qu'elle avait la garde unique de l'enfant. Dave a été brûlé sur 90% de son corps et a reçu plus d'une centaine de greffes de peau. Après plusieurs visites de Michael Jackson, les deux sont devenus des amis très proches. Michael a payé pour la plupart de ses opérations. Malgré ses souffrances et ses difficultés, Dave est devenu un DJ professionnel, un producteur de musique et un réalisateur de clips. Et en plus, un musicien de rap. Il s'exprimait comme ça. I wish there was a better way to tell that story, but it's reality, you know? Notez bien,
ses intonations, ses expressions et la tonalité de sa voix. However, that hasn't changed me as a person. Mais dans l'entrevue avec Larry King, toutes ses expressions, sa voix, sa façon de s'exprimer, son regard, ses yeux, je m'excuse si ça vous choque, mais pour moi, c'est Michael Jackson. It was kind of, the visit to his Encino house was very impromptu. I wish there was a better way to tell that story, but it's reality. And he didn't allow us to call him Daddy. And I wanted to call him Daddy so bad. And that's an area that has been troubling me since I was a child. I mean, why? Number one, it's my face as a child in the commercial. Me when I was little. I have a heart and I have feelings. I feel that when you do that to me. It's not nice. There were all these Paul McCartney records all over this, The Girl Is Mine and, you know, this and that. And I remember sitting down, and at the time, my favorite video games. You can't top off you just cannot. I mean, here you had like 4 top 10 singles from this album. It's never been done before. J'ai pas d'explication. C'est pas logique. Je veux pas y croire, mais quand je regarde ses yeux, quand je le compare avec les yeux de Dave, quand j'entends sa voix et que je la compare à la voix de Dave, je m'excuse, mais c'est Michael Jackson déguisé en Dave. Ouais. Mais on sait que Michael Jackson, il aimait beaucoup se déguiser, justement. Oui! Ouais, il aimait beaucoup ça. Oui, c'est vrai. Il était vraiment beau, en plus de se déguiser en l'autre personne. Vraiment beau. À l'époque, j'étais vraiment convaincu que Michael avait fait un énorme canular. Aujourd'hui, ça fait 17 ans. J'ai plus de mal à croire à un retour. Mais à cause de cette entrevue, je crois toujours qu'il a pu simuler sa mort avec bien sûr la complicité de ses proches. Je suis convaincu d'avoir vu et entendu Michael Jackson pendant cette entrevue. On enchaîne? Oui. Stanley Kubrick, mort, et nos yeux grands fermés. Le 7 mars 1999, Stanley Kubrick, l'un des meilleurs réalisateurs de tous les temps, décède d'une crise cardiaque pendant son sommeil, à l'âge de 70 ans, juste après avoir terminé le montage de son dernier film, Eyes Wide Shut. Un montage qui a suivi le tournage le plus long de l'histoire du cinéma, carrément. Plus de 400 jours de tournage, environ 15 mois, sans interruption. Juste pour vous donner une idée, le tournage de la trilogie la plus ambitieuse du cinéma, Lord of the Rings de Peter Jackson, le silence des agneaux. Le Seigneur des Anneaux, ben, il a pris 438 jours à tourner au total. Alors que Kubrick prend 400 jours pour un seul film. Hey, il a maintenu captif, plus ou moins, le couple Tom Cruise et Nicole Kidman pendant tout ce temps-là. Peut-être que vous le savez ou vous l'ignorez, je ne sais pas, mais Eyes Wide Shut tire son origine d'une nouvelle littéraire de l'Autrichien Arthur Schnitzler, qui date de 1926. Pas récent, là. Non. Dont le titre est Dream Story. Ben, le titre. Ah, c'est intéressant, Oui. non? C'est très intéressant. Un médecin respecté se rend à une soirée sans sa femme dans l'espoir de vivre une aventure charnelle après qu'elle lui ait confessé un fantasme érotique qui impliquait un séduisant officier de la marine. Mais l'événement que le docteur infiltre dans la nouvelle, c'est un bal masqué décadent où il y a beaucoup de rapports charnels, bien sûr, comme dans le film, mais tout l'aspect obscur de rituels plus ou moins sataniques n'est pas vraiment présent. Ça, c'est Kubrick qui l'a ajouté. Il a voulu ces changements en engageant le scénariste Frédéric Raphaël pour l'aider dans l'écriture du scénario. Lors de son speech à la fin du film, le mystérieux personnage de Victor Ziegler, qui n'existe même pas dans la nouvelle originale, il dit à Bill, interprété par Tom Cruise,
que s'il lui révélait l'identité des participants masqués, il aurait du mal à trouver le sommeil. Comme un prince, hein? Ouais. Ou un président. Donald Trump, il a été millions de fois, il parle à la fille de 12 ans, mais c'est pas grave. Ils ont dit pas vrai, là. Alors, pourquoi Kubrick tenait à faire ces ajouts? Ben, personne ne le sait vraiment. Ce qu'on sait, c'est que le projet d'adapter cette nouvelle, Kubrick le chérissait depuis 1968. Pendant 31 ans, il a cherché la meilleure façon d'adapter cette histoire. Il a d'abord pensé à en faire une comédie érotique et satirique avec Steve Martin ou Woody Allen dans le rôle principal. C'est difficile à imaginer aujourd'hui. Ouais. Est-il possible que Kubrick, hein, avec sa notoriété, c'était quand même l'un des plus respectés réalisateurs de son époque, C'est sûr. est-il possible qu'il ait été invité à assister à une soirée secrète, hein, qui l'aurait profondément choqué et qui l'aurait volontairement modifié le cadre de l'histoire pour dénoncer Ah oui. ce groupe de l'ombre? Mais oui, c'est sûr, là. Est-il possible? Mais oui, il a dénoncé Epstein et tous les pervers de Hollywood. Donald Trump qui était millions de fois dans cette putain d'email de merde. Alors, Ok. Des clichés très bizarres montraient clairement que le film s'inspirait de bals masqués surréalistes des Rothschild, une famille d'aristocrates originaires de Frankfurt en Angleterre. Mais aujourd'hui, avec tout ce qu'on apprend sur les partouzes des plus riches, comme les fameux parties de Didi, hein, et des horribles crimes perpétrés par Weinstein pendant des décennies, couverts par Hollywood, et surtout les rituels bizarres pédo-cannibales révélés dans les dossiers Epstein. La théorie que le montage original d'Eyes Wide Shut ait pu coller d'un peu trop près à une certaine réalité, que quelques puissants à la tête d'un groupe d'élite aient pu décider que ce film ne peut tout simplement pas sortir dans cette version intégrale, Ah oui. et qu'il devait faire tout le nécessaire pour l'en empêcher. Tout ça semble aujourd'hui, étrangement, très possible. Alors, il est mort dans son sommeil. Une simple autopsie de routine a été effectuée après son décès, sans qu'aucun document n'ait jamais été rendu public, hein, puisque sa mort a été tout de suite considérée comme étant de cause naturelle. La police de Hertfordshire Worcestershire. a spontanément décidé qu'il n'y aurait donc aucune enquête. Son décès est survenu 5 jours seulement après une projection privée de son montage final du film à la Warner Brothers. Ça, c'est un fait. C'est quand même suspect, non? Mais oui. Pour chacun de ces films, Kubrick, le plus intransigeant des réalisateurs, exigeait toujours le contrôle total sur la production, sur le montage. Il n'acceptait jamais que les studios retouchent son œuvre. Si c'est vrai que le film a été changé, ça n'aurait jamais pu se faire de son vivant. Il n'aurait pas été possible non plus qu'on empêche sa sortie. C'est quand même un film de Kubrick et ça faisait au moins 10 ans qu'il n'y avait rien sorti. L'attente était énorme. Personne n'a vu Kubrick mourir. Sa femme et lui faisaient chambre à part depuis des années à cause de ses horaires impossibles parce qu'il était obsessif. Provoquer une attaque cardiaque fatale à distance, c'est un jeu d'enfant grâce à des armes que possédait dès les années 60 la CIA, comme le Heart Attack Gun, qui permettait d'atteindre sa cible à 100 mètres. Dans une entrevue pour le magazine Vogue, Nicole Kidman a dit avoir demandé directement à Kubrick la vraie signification d'Eyes Wide Shut. Kubrick lui a simplement répondu « Don't ask ». C'est Better intéressant. not know. Et selon la chaîne YouTube Film Cult, dans une autre entrevue qu'elle aurait donnée en 2002, la même Nicole Kidman au National Enquirer aurait déclaré que la veille de sa mort, Kubrick l'aurait appelé. Il semblait très nerveux. Et quand elle lui a demandé ce qui se passait, Kubrick lui aurait dit « Ils vont nous empoisonner si vite que nous n'aurons même pas le temps de réagir. » D'autres témoignages y affirment avoir entendu une violente dispute entre Kubrick et les dirigeants de la Warner
juste après la projection, durant laquelle Kubrick aurait crié « Vous ne pouvez pas changer mon film, c'est dans mon contrat ». D'autres rumeurs, apparemment confirmées par certains collaborateurs et proches de Kubrick qui ont vu le montage original, plusieurs scènes seraient manquantes. Surtout des scènes du rituel secret, des scènes impliquant de jeunes enfants. Est-ce que ça en aurait vraiment dévoilé trop ou plus sur le groupe d'élite de l'ombre au public? Qu'est-ce qui aurait fait que le public aurait tout compris par ces scènes? Mais parce que dans le montage officiel de Kubrick, il y avait dans les scènes avec le sexe, justement, il y avait des symboles qui sont plus dans le film. C'est vrai, j'ai vu ça. Donc, est-ce que c'est vrai? Est-ce que c'est pas vrai? Les Je sais pas. symboles maçonniques. Ouais, c'est ça. Ou les Illuminati. Exactement. Il y a aussi une théorie, jamais confirmée, concernant la fin du film. On voit la petite fille du couple s'éloigner pendant que le couple discute. Elle semble mystérieusement suivre deux vieux messieurs vêtus de noir. Certains prétendent qu'on peut voir ces mêmes messieurs en arrière-plan flou dans d'autres scènes du film. Si, on avait... Oui, ils sont là. Pour de vrai, ils sont vraiment là. Suggérant qu'ils font probablement partie de la société secrète et qu'ils observent le couple de près. Mais c'est ça. Qu'est-ce que des hommes comme ça, ok, font toutes seules dans un magasin de jouets là, pour Noël? Non, c'est très suspect, ok? C'était méga suspect, là. Et on a dit qu'il y avait beaucoup de tensions durant le tournage entre Kubrick et Cruise. Parce que ce dernier, comme tout le monde le sait, fait partie dans la vie d'un autre groupe obscur et très controversé. On peut dire la secte. L'Église de la Scientologie, pour ne pas la nommer. Donc Kubrick se méfiait, et avec raison, parce que sa propre fille avait justement rejoint ce culte malgré son désaccord. Je pense que s'il reste vivant, là, à un moment donné, il va parler parce qu'il va être trop vieux, puis il va dire, bon, de toute façon, je vais mourir, il va tout dire. Si on pense à l'autre théorie, là, que la NASA aurait secrètement recruté Kubrick après avoir vu son travail sur 2001, Odyssée de l'espace, pour tourner en studio le fake moon landing, qui est une autre théorie, j'ai pas le temps de développer ici. Et si on croit à cette théorie, ben on peut se dire que Kubrick savait beaucoup de secrets. Beaucoup de secrets qui pouvaient potentiellement... C'est pour ça qu'ils ont foutu là. Ouais. Si on le faisait trop chier, ben il pouvait à tout moment se mettre à parler. J'ai pas de réponse. J'ai juste des questions. Ça me rend fou. Je pense que c'est possible. C'est possible qu'on ait supprimé Kubrick. Mais oui. C'est possible. Écoute, là, on sait que le gouvernement des États-Unis, ils ont empoisonné des villages, ils ont envoyé les bombes atomiques et tout ça, là. Ils tuent quand ils veulent, ils manipulent. Donc pourquoi pas, là? Pourquoi pas? Est-ce que... C'est bien de boire, mais avec modération. Quand vous buvez de l'alcool, vous savez qu'est-ce qui se passe? Quand vous buvez beaucoup d'alcool, ok, comme moi. Vous devenez... Vous avez des mentaux. Oui. C'est parce que... L'alcool, c'est beaucoup de sucre. Puis vous pouvez devenir des méchants conspirationnistes. Des méchants conspirationnistes. Ouais, ou des méchants de pédophiles. Non. Bon. On enchaîne avec Kanye West n'est plus. Kanye West ou Ye. Parce qu'aujourd'hui, aujourd'hui, il aimerait qu'on l'appelle Ye. Mais personne ne le fait parce que c'est ridicule. Kanye Omari West est né en 1977 à Atlanta, en Georgie. Ses parents ont divorcé quand il avait 3 ans seulement et il a été élevé par sa mère à Chicago. Son père faisait partie des Black Panthers, la célèbre organisation radicale afro-américaine militante contre la brutalité policière et les inégalités raciales. En dehors de sa carrière de rappeur, Ye s'est présenté 2 fois comme candidat aux élections présidentielles, monsieur. Non, ça c'est idiocratie. En 2020 et en 2024.
tout en passant son temps à provoquer et à semer la controverse sur tous les médias et les réseaux sociaux, notamment pour ses nombreux commentaires antisémites et misogynes, ainsi que ses nombreux pétages de plomb publics, aussi imprévisibles et bizarres qu'embarrassants. Pour expliquer son comportement instable, agressif et chaotique, West a évoqué un trauma crânien avec des dommages cérébraux subis lors d'un accident de voiture en 2002, mais qui aurait été diagnostiqué seulement en 2023. En novembre 2016, Ye interrompt subitement un de ses concerts à Sacramento et se lance dans un discours agressif et incohérent, durant lequel il crie à son public des choses comme « Ils vous ont menti! Google vous a menti! Facebook vous a menti! La radio vous a menti! » employant un langage vulgaire et très agressif. Il délire pendant 17 minutes sur Jay-Z, sur Beyoncé, sur Mark Zuckerberg, sur Barack Obama, Trump et Hillary Clinton. Il finit par dire que le show est fini et il lance son micro. Il a quitté la scène, abandonnant ce qui restait de son public après à peine 3 chansons. Et c'est suite à cette crise de nerfs incompréhensible et complètement délirante que Ye a été interné de force au centre médical UCLA sur les recommandations des autorités. L'état de Ye était suffisamment inquiétant pour qu'on annule ses 21 concerts prévus. Après 10 jours d'hospitalisation quand même, sans qu'aucun diagnostic n'ait été fait, Ye est libéré. Dans une entrevue qui a suivi son hospitalisation forcée, Ye a encore une fois tenté d'expliquer son comportement en disant cette fois souffrir d'une addiction aux opioïdes qui lui ont été prescrits suite à une liposuction. Il a affirmé que cette addiction ait pu contribuer à sa dépression nerveuse. En 2022, Ye a tweeté qu'il a été volontairement faussement diagnostiqué et drogué pour être une célébrité plus docile et plus contrôlable. West publie ensuite une capture d'écran d'une conversation avec Harley, présumément l'entraîneur sportif de célébrité Harley Pasternak. Dans ses messages, l'individu semble menacer Kanye, affirmant qu'il le ferait interner et droguer à nouveau. On te gave de médicaments et tu retournes à Zombieland pour toujours. Kanye publie ensuite un message de suivi sur Twitter, ajoutant que s'il révélait toute la vérité, on lui prendrait tout. Après avoir dit qu'il a eu le cerveau endommagé par un accident de voiture, être accro à de puissants analgésiques, être bipolaire, puis ensuite autiste, il dit maintenant qu'il a été zombifié façon MK Ultra et menacé qu'on lui enlève ses enfants s'il révélait tout. Sur Reddit, plusieurs personnes croient dur comme fer que Kanye West a été remplacé par Ye. Pour le prouver, ils mettent côte à côte 2 photos de lui, mais avec 20 ans d'écart. Moi, j'ai une explication toute simple, le vieillissement. L'abus de substances illicites et l'arrêt de son entraînement intensif. Je suis pas psy, mais je pense que Ye souffre probablement vraiment de plusieurs troubles psychologiques. La bipolarité me semble beaucoup plus probable que l'autisme. Mais est-il possible qu'on tente de le contrôler malgré lui? Ben, je pense que oui. Je pense que malheureusement, toutes les grandes stars de l'industrie de la musique sont des esclaves de leur maison de disques, jusqu'à l'épuisement total dans certains cas. Tout ça, c'est une grosse business. L'aspect humain, on s'en balance. Alors, je pense qu'il y a du vrai dans la théorie, qu'on tente de le contrôler, de le rendre docile et plus sage. Je pense que c'est tout à fait possible. La Hollywood, c'est extrêmement dégueulasse. Puis ils sont vraiment... Tu sais, ils manipulent tout le monde qu'ils peuvent juste pour avoir l'argent.
Puis il y a extrêmement beaucoup de monde aujourd'hui qui parle de ça justement. Puis il dit de tout le monde qui parle qu'ils sont fous aussi, c'est à cause de drogue, là. Vraiment, c'est toujours la drogue et chose. Oui, c'est sûr, mais c'est jamais 100% noir ou 100% blanc. Jamais. Il faut que nous tous, on est ensemble. Fuck off si on est blanc, noir, jaune, orange, bleu ou vert. Il faut qu'on ait un groupe et fuck de fucking gouvernement de merde, Sony et Disney. Va te faire foutre. De toute façon, tu comprends rien, je parle français. Non, je parle québécois. That's it. Andy Kaufman a-t-il pu simuler sa mort? Il y a peu de gens au Québec et en France qui connaissent Andy Kaufman. Il était connu des Américains. Ok. Il est immortalisé par Jim Carrey dans le film Man on the Moon Ok, je de sais. Miloš Oui, Forman. ok, je sais c'est qui, ok. Et c'est l'un des comédiens les plus aimés. Mais Andy ne se définissait pas lui-même comme un humoriste ou un comédien, plutôt simplement comme un entertainer. Pour lui, un humoriste raconte des jokes. Et ça, ça l'a jamais intéressé. Lui, ce qui l'intéressait, c'était de faire en sorte que le public doute de la réalité. Hein? Il se foutait complètement de faire rire. Au contraire, il prenait un malin plaisir à provoquer le public, voire même à frustrer son public. En gros, à foutre le trouble. Oui, plus il était controversé, plus il avait du plaisir. Alors, les propriétaires de comedy clubs qui avaient l'audace de l'engager ne savaient jamais vraiment à quoi s'attendre. Certains soirs, Andy arrivait sur scène avec un sac de couchage, il s'installait tranquillement dedans et il passait tout le temps de son numéro à dormir devant le public. D'autres soirs, il se présentait sur scène, ouvrait un livre et il lisait en entier ses 217 pages avec un insupportable accent britannique pour faire chier comme il faut le public. Unknown men. Most of the confidences were unsought. Frequently I have feigned sleep. Preoccupation. Juste pour voir combien de temps ça allait prendre pour que la salle se vide complètement. For the intimate revelations of young men, or at least the terms in which they express them, are usually plagiaristic and reserving judgment is a matter. Et plus son public se fâchait, plus il était content de lui. Vous saisissez un peu le personnage maintenant. Andy s'est fait connaître en interprétant un humoriste raté, extrêmement timide et mauvais, affublé d'un accent indéfinissable. I would like to do for you some imitations. Qui se plante en ratant lamentablement une imitation après l'autre. And now, here's Johnny. Et juste au moment où le public se lasse, il se transforme en Elvis et performe une étonnante personnification du King. Ring 'em a faithful heart, tear it all apart. Le public réalise à ce moment-là s'être fait avoir par la fausse médiocrité du personnage. Ce personnage de The Foreign Man vaudra à Kaufman d'intégrer la sitcom Taxi. L'étranger deviendra le sympathique mécanicien Latka Gravas, l'un des favoris de l'émission, qui volera le show carrément. Il restera à l'émission pendant 5 ans quand même, de 1978 à 1983, mais il se comportera comme un rebelle, en manquant la plupart des répétitions, comme s'il s'en foutait. Et c'était le cas, parce que son ambition était tout autre. Ouais. Une fois, on l'a invité à participer à l'émission Fridays, un genre de sous-Saturday Night Live. Andy a saboté l'émission par pur plaisir malsain. Il sort de son personnage en commentant que c'est de la merde et qu'il se sent stupide. En studio, c'est le gros malaise. Tout le monde se met en colère, dont Michael Richards, le Kramer,
de Seinfeld avant qu'il soit Kramer. Oui. Mais Andy, lui, il rigole, satisfait de lui. Alors qu'il était un membre régulier de Saturday Night Live, il a commencé à jouer un personnage de lutteur macho, misogyne et détestable. Il s'autoproclamait le champion du monde de lutte intergenrée. Il insultait toutes les femmes et il les défiait de venir se mesurer à lui pour lutter contre lui. Si au début ça divertissait, ça surprenait le public, ben c'est vite devenu beaucoup moins drôle. Ouais. Mais Andy continuait, semaine après semaine, malgré la controverse, la lassitude et la haine qui commençaient à se généraliser, jusqu'au point où le public ne savait plus si c'était toujours une blague ou si c'était devenu sérieux. Quand il a fini par être banni du show Saturday Night Live, à la demande de la majorité du public, Andy, loin de le prendre mal, était content de lui. Durant cette période de pseudo-lutteur, il s'amusait à provoquer publiquement le vrai lutteur vedette professionnel Jerry the King Lawler, jusqu'à ce que celui-ci, le vrai lutteur, vienne le confronter à l'émission Late Night with David Letterman. Et là, en direct, devant le public et devant les caméras, Lawler va lui péter la gueule, provoquant un malaise généralisé. Et ce n'est qu'une décennie plus tard que le public a su qu'en réalité, Kaufman et Lawler étaient des potes et que tout ça était fake. Un prank, encore une fois. Andy s'est aussi inventé un alter ego maléfique, le fameux Tony Clifton, un minable chanteur de cabaret aussi nul que détestable, dont la seule raison était d'interrompre et de scraper le numéro de Kaufman en prenant sa place sur scène et en volant son show, juste pour insulter le public et le faire chier le plus possible en chantant le plus mal possible. Et en engueulant tout le monde jusqu'à ce que ce soit plus drôle du tout. Bien sûr, Andy savait bien que le public se doutait que Clifton n'était autre que lui-même, affublé de fausses bajoues et d'une perruque. Alors, il utilisait son acolyte et ami de toujours, Bob Zmuda, pour qu'il incarne Clifton à sa place et qu'il apparaisse sur scène devant le public en même temps qu'Andy pour semer la confusion. And his name is Tony Clifton. Encore une fois, son but était que le public en vienne à questionner la réalité. Qu'est-ce qui est vrai finalement? Tony Clifton a même failli avoir droit à sa biographie. En 1980, Kaufman et son pote Zmuda ont écrit le scénario pour son biopic The Tony Clifton Story. Et à la page 124, le scénario dit « Le 12 juin 1980, Tony Clifton est mort d'un cancer à l'âge de 45 ans à l'hôpital Cedars-Sinai à Hollywood, en Californie. » Dès cette époque, au début des années 80, Kaufman commence à parler avec Zmuda de faker sa propre mort. Au fil du temps, selon Zmuda, Kaufman lui parlera de plus en plus souvent de ce fantasme, jusqu'à l'obsession. Il disait « Peux-tu imaginer à quel point ça retournerait le cerveau de tout le monde? » Pour Kaufman, ce serait le prank ultime. Kaufman a dit à Zmuda qu'il a parlé à une amie de son plan de faker sa mort en faisant croire à tout le monde qu'il souffrait d'un cancer en phase terminale. Elle lui a répondu que c'était odieux et que si jamais il lui reparle de ça, elle refuserait de le revoir ou lui parler. Bob Zmuda, ennuyé par l'idée fixe de son ami, lui a demandé combien de temps il comptait rester mort. Kaufman lui a répondu que s'il était une mauviette, il se cacherait pendant 1 ou 2 ans. Mais s'il avait les couilles pour pousser son projet à fond comme il en avait envie, il ferait le mort pendant 20 ou 30 ans. Quoi? Quand Kaufman a confirmé que son plan incluait de mentir aussi à Lynn Margulis,
sa propre compagne. Zmuda, qui jusque-là avait été son complice pour tous ses pranks, lui a dit que ça devenait vraiment trop fucked up. Andy lui aurait répondu « Bob, c'est ce que je suis, c'est ce que je fais. Rien ne pourra jamais surpasser ça. » Quand, le jour de Thanksgiving de 1983, Andy se met à tousser sans s'arrêter, sa famille insiste pour qu'il consulte un médecin, ce qu'il fait. Et le diagnostic tombe. Andy, un non-fumeur de 35 ans, végétarien, fanatique de bouffe santé, est malgré tout en phase terminale d'une rare forme de cancer du poumon, avec seulement 3 mois à vivre. Évidemment, Bob Zmuda et plusieurs de ses proches ont des doutes. Surtout Zmuda. Pourtant, l'apparence d'Andy va rapidement changer. Il va perdre beaucoup de poids. Il va se raser la tête, comme beaucoup de patients subissant des traitements de chimiothérapie pour éviter de voir leurs cheveux tomber par poignées. Au dire de ses proches, Andy a tenté une combinaison de traitements allant de la chimio et des radiations, en passant par la diète macrobiotique, jusqu'à d'obscures chirurgies psychiques. Et apparemment, rien n'aurait fonctionné, puisqu'il est officiellement mort le 16 mai 1984, 6 mois seulement après avoir reçu son diagnostic. Et 4 ans après la mort de son personnage fictif, Tony Clifton, dans le même hôpital et de la même maladie. Depuis cette date, beaucoup croient encore aujourd'hui qu'Andy Kaufman a finalement concrétisé son ultime projet, celui de faker sa propre mort. Est-ce que c'est possible? Son manager, George Shapiro, a déclaré sur CNN qu'il est resté avec Andy dans ses derniers moments à l'hôpital, avec la compagne d'Andy. Et il assure qu'il est bel et bien mort. « J'étais là, à l'hôpital, dit-il. Est-il possible que son manager et ami soient dans le coup? » Moi, je pense que oui. De même que sa compagne, son frère. Il planifiait de faire le mort pendant 30 ans, qu'il a dit. En mai de cette année, ça fera 42 ans qu'il est parti. C'est beaucoup. Est-il possible qu'Andy ait finalement décidé de poursuivre sa blague jusqu'au chiffre mythique de 50 ans? Est-il assez fou pour prévoir un retour à l'âge de 85 ans? Bob Zmuda a publié un livre en 2014 qu'il a écrit avec nul autre que l'ex-compagne de Kaufman, Lynn Margulis, intitulé Andy Kaufman, The Truth Finally, dans lequel il explique que selon lui, Kaufman s'est trouvé un type qui lui ressemble et qui souffrait vraiment d'un cancer, qu'il a d'abord transformé sa propre apparence en perdant beaucoup de poids, en prenant soin de fournir des photos qui le montrent dans cet état, jusqu'à ce que vienne le temps de disparaître et de se faire remplacer par sa doublure, dont l'entente était de mourir à sa place finalement, alors que lui vit une vie heureuse loin d'Hollywood, loin des médias. Quant à sa compagne Lynn, elle a fait récemment une déclaration surprenante, suggérant qu'Andy, qui était bisexuel et sex-addict, serait peut-être en réalité mort du sida, mais pour cacher à sa mère sa bisexualité. Il aurait préféré faire croire qu'il avait le cancer. Je trouve ça bizarre que même sa petite amie, qui l'a pourtant accompagné dans ses derniers moments, supposément, émette elle aussi des hypothèses sur sa mort. C'est bizarre, hein? C'est... What the fuck? Même son frère Michael Kaufman a déclaré en 2013 dans un comedy club de New York qu'il a reçu une lettre d'Andy 15 ans après sa mort, qui disait « C'était trop de pression pour moi d'être Andy Kaufman. Je voulais seulement être Andy. Je suis extrêmement heureux, marié à la plus merveilleuse des femmes sur Terre. » Michael Kaufman poursuit en faisant monter sur scène une jeune femme et en la présentant comme la fille d'Andy, alors âgé de 24 ans. Alors ça y est, hein? Mystère résolu, c'est confirmé, Andy est vivant.
Pas vraiment, parce que comme n'a pas tardé à découvrir un certain website de Smoking Gun, la femme qui a monté sur scène est en réalité une comédienne et performeuse artistique qui est en réalité la fille d'un psychologue de 58 ans. Rien à voir avec Andy Kaufman. Alors, mon opinion, c'est compliqué. Soit Kaufman a eu l'incroyable malchance ironique de mourir pour vrai, exactement comme il prévoyait le faire en blague. Il y a aussi la possibilité qu'il ait vraiment accompli son plus audacieux projet en toute illégalité, en impliquant la complicité de ses proches et des médecins, puis qu'il aurait décidé de prolonger sa deuxième vie, ou même de renoncer à son retour, ou encore peut-être qu'il se savait malade et condamné à mourir, bien avant la Thanksgiving de 1983, et que ce soit à partir de ce moment-là qu'il a commencé à parler à son entourage de son projet de faker sa mort, juste pour le plaisir de semer un dernier doute, de créer une légende sur sa propre mort, et donc de jouer une fois de plus avec le cerveau du public. Ça, je trouve ça intéressant comme théorie. Alors, pourquoi pas? Ça se peut, tout ça se peut. À moins que tous les témoignages de Bob Zmuda sur son projet de Big Prank ne soient que des inventions pour vendre un livre ou pour rendre hommage au plus grand prankster, une chose que Andy aurait certainement approuvée. Who knows? Peut-être qu'en mai 2034, on assistera au retour triomphant d'un vieux Andy Kaufman. J'y crois encore. Traitez-moi de fou, mais j'y crois. Est-ce qu'il se cache quelque part loin d'Hollywood? Ou est-ce qu'il est mort? Dites-nous ce que vous en pensez, je suis curieux de voir. Ouais. Ben oui, moi aussi. Alors, dernière théorie Malheureusement. de cette vidéo. Jim Carrey n'est plus. Alors, pour beaucoup, dont moi, le génial Canadien, oui, disons-le, on est fiers, le Canadien Jim Carrey est l'un des acteurs les plus drôles du cinéma. Il a aussi prouvé plus tard dans sa carrière qu'il était un acteur accompli, capable de toucher et de transmettre beaucoup plus d'émotions que simplement faire rire. Mais il était aussi un rebelle à Hollywood. Il a toujours refusé de jouer la game, comme on dit. En 1999, Jim Carrey convainc Miloš Forman, encore une fois, qu'il est l'homme qu'il lui faut pour incarner le lunaire Andy Kaufman, auquel son film rend hommage. Et comme promis, sa performance à Jim Carrey est bluffante. Carrey est tellement bon dans ce film que malgré le manque de ressemblance physique, on en vient à oublier qu'on regarde Jim Carrey et on croit vraiment voir Andy. En 2017, 18 ans plus tard, est sorti un documentaire bizarre intitulé Jim and Andy, dans lequel Jim lui-même raconte comment il a cessé d'être Jim et est devenu Andy, au point de se perdre complètement. Le phénomène a commencé quand Jim, utilisant la controversée method acting, a décidé de rester Andy durant toute la durée de tournage, même entre les prises. Il refusait de sortir du personnage. Il ne répondait pas quand on l'appelait Jim. Après le tournage, Carrey n'a jamais pu redevenir l'homme qu'il était. Il a vécu une grosse crise existentielle, remettant en question toute la signification de sa propre existence. Bien sûr, Carrey souffrait de problèmes psychologiques avant ce tournage. Il a parlé ouvertement de sa bipolarité et de sa lutte constante contre la dépression. Mais après son expérience sur Man on the Moon, ses apparitions énigmatiques deviennent de plus en plus déconcertantes. Le 14 novembre 2014, invité au talk show de Jimmy Kimmel, Jim fait une entrée remarquée en mimant ce qu'il appelle le All Mocking Tongue Signal.
Perplexe, l'animateur Kimmel lui demande ce qu'il fait là. Et Carey se lance dans un très étrange monologue, accusant Kimmel lui-même et la plupart des autres célébrités de faire partie des Illuminati carrément et de faire en sorte de distraire la population pour les garder endormis pendant qu'ils contrôlent le monde dans l'ombre. Carrément, pas de détour, direct. Quelques personnes ont commenté cet extrait en affirmant avoir fait partie du public durant l'événement et jurent que le public était choqué, que très peu riaient en réalité et que personne ne savait comment réagir et que les rires qu'on entend ont été ajoutés pour transformer sa prestation déconcertante en numéro comique. En 2017, Carey se rend à la New York Fashion Week, un événement semi-annuel qui se tient à Manhattan. Les designers les plus en vogue ont une semaine pour dévoiler leurs plus récentes créations dans des défilés hauts en couleurs. Quand il se fait interpeller sur le tapis rouge par la reporter de E!, Kat Sadler, Carey lui dit alors qu'il a cherché l'événement le plus inutile, le plus futile et vide de sens qu'il pouvait trouver, ce qui l'a conduit là. Au désarroi de la pauvre femme, Jim continue son déroutant speech philosophique en déclarant « Je ne crois pas aux personnalités. Il n'y a pas de moi. Je n'existe pas. Il se passe juste des choses. Ce monde n'est pas notre monde. Nous ne comptons pour rien. » Qu'est-ce qu'on peut répondre à ça? Hein? C'est... Je te dis merci, bonne journée. C'est profondément vrai, mais en même temps, ça rend mal à l'aise. La même année, toujours en 2017, dans le cadre du Toronto International Film Festival, Carey accorde une entrevue sincère et très touchante. Et c'est sans humour, sans grimace et avec une simplicité désarmante qu'il explique que Jim Carrey n'existe pas, qu'il n'a jamais existé. Je n'existe pas, ce sont tous des personnages que j'ai incarnés, y compris Jim Carrey. Ce sont tous des personnages. Jim Carrey était un personnage, moins intentionnel, parce que je pensais simplement créer quelque chose qui plairait au public. Mais c'était bel et bien un personnage. J'ai joué un homme insouciant pour que ceux qui me regardent cessent aussi de se faire du souci. Est-ce que vous voyez à quel point il fait preuve de sagesse et de lucidité? Et en même temps, je sais pas, tout ça, ça me rend triste. C'est extrêmement triste. C'est vraiment, vraiment, vraiment profondément triste. Vraiment. L'année suivante, en 2018, Carey fait un speech encore plus percutant sur la scène des British Academia Britannia Awards pour accepter le trophée honorifique de Charlie Chaplin pour l'excellence en comédie. Sur un ton à la fois comique et cynique, il déclare « Chaplin a métamorphosé sa douleur en art. Il s'est attaqué à la droite américaine de son époque, à ses pires maux, la haine des immigrés, le mépris de la vérité, la cupidité et l'abus de pouvoir. Nous combattons ces mêmes maux aujourd'hui. Nous vivons dans un capitalisme sans conscience. Les grandes nations ne kidnappent pas d'enfants. Près de la moitié des Américains croient actuellement à l'existence d'un État profond et sinistre qui complote diaboliquement. Aux États-Unis, nous sommes mal informés. La télé-réalité a perverti notre conception de ce qu'est un héros, ou même de la vérité. Kidnapping children is not what great nations do. Alors nous y voilà. Après avoir vu toutes ces géniales apparitions cyniques, sarcastiques et forcément critiques de l'hypocrisie du star system hollywoodien, on peut un peu mieux comprendre le choc énorme qu'a causé la plus récente apparition de Jim Carrey lors de la cérémonie des Césars, le 26 février de cette année, quand il s'est présenté sur scène pour recevoir un prix honorifique et a prononcé tout son discours en français. Bonsoir. Merci beaucoup, c'est très gentil. Langue qu'il ne parle pas du tout. Oui, mais pourtant son père...
Mon arrière grand-père, Marc-François Carré. C'est Oui. Carré. Carré. Oui, Carré. Carré. Quittait Saint-Malo en France pour le Canada. Ce qui a choqué tout le monde, c'est pas du tout sa performance qui était comme toujours parfaite, vraie, sincère, touchante. C'est plutôt son visage et sa personnalité entière qui semble, pour beaucoup de ses fans, avoir radicalement changé. Et c'est encore plus flagrant durant la courte entrevue qu'il a donnée en coulisses. Ses expressions semblent différentes, ses traits semblent différents. Toute sa morphologie semble différente. Et son assurance et son calme désarmant et son sarcasme décapant semblent avoir laissé place à une fébrilité, une jovialité, voire une euphorie qui contredisent tout ce que l'acteur dégageait depuis toujours en public. Et ce changement, apparemment inexplicable, a provoqué un vrai tsunami de réactions sur le web, allant du clone à la doublure, en passant par l'imposture. Bref, c'est la débandade. On va maintenant tâcher de tirer ça un peu au clair. Alors, premièrement, non, c'est certainement pas Alexis Stone qui s'est déguisé en Jim Carrey, même si c'est un maître du déguisement. Les vidéos puis les photos que cet artiste montre pour convaincre le monde qu'il a été engagé par Carrey lui-même sont, je pense, intentionnellement ridicules. Le fait qu'il montre les fenêtres avec l'Eiffel Tower. Là, c'est une image genre... AI. Ça, c'est genre... Pourquoi, là? Vraiment. Ça, c'est une image créée par Tu l'intelligence peux vivre artificielle. n'importe où dans le Paris, mais c'est là. Tu vis dans un hôtel aussi devant le Paris, devant l'Eiffel. Voyons donc. C'est fake. Maintenant, est-ce qu'on a éliminé Carrey après l'avoir cloné pour le remplacer? Come on. Non. Premièrement, un clone, C'est identique, non? C'est une copie conforme. C'est ça. Ça fait pas de sens. C'est quoi? C'est un clone raté? Je la comprends pas, ça. Je la comprends pas. Puis comment? Pourquoi tout le monde réagit comme s'il avait jamais vu un visage modifié par la chirurgie plastique, hein? C'est pas comme si c'était la première fois qu'on voit une face liftée, botoxée, hein? Les arcades sourcilières remontées, les pommettes remodelées. Depuis au moins 20 ans, on voit juste ça. Mais... Ça, c'est Jim Carrey à 60 ans. Puis ça, c'est Jim Carrey de 64 ans qui s'est fait payer un makeover. C'est tout, mystère résolu. Mais parce que pourquoi ça choque? Parce que Jim Carrey était genre quelqu'un qui était vrai. Il était là, il était vrai. Pas de chirurgie, pas de conneries, pas de choses. Puis maintenant, il fait ça. Peut-être parce que sa femme, elle voulait, peut-être parce qu'elle vit le plus heureux ou quelque chose. On s'attendait pas à ça de lui, c'est sûr. C'est ça. Là. Je comprends que ça surprend plus quand ça vient d'un gars aussi authentique, aussi anti-stardom. Mais je trouve ça triste. Aussi profond et éveillé. Puis aussi peu superficiel. Mais en même temps, c'est facile de dire « Ah, ça m'arrivera jamais à moi, je ferai jamais de changement. » Mais je sais pas, Jimmy Lee Curtis, elle a jamais touché sa face. Et Louise, Louise, comment elle s'appelle? Susan Sarandon. Elle a jamais touché sa face. Regardez elle comment elle ressemble aujourd'hui. Ok, elle se maquille. Mais c'est pas facile pour tout le monde. Ouais, ça je comprends. De résister à la tentation. Surtout quand t'as les moyens, quand t'as beaucoup d'argent. Mais qu'est-ce que je comprends pas là, Hollywood là, c'est que quand un homme fait ça là, vous trouvez qu'il a été cloné ou quelque chose, mais quand une femme aussi de 26 ans, elle fait ça, il dit « Oh, regardez ça, elle est très belle !» Mais quand un homme fait ça, il dit « Oh, putain, dégueulasse, là, qu'est-ce qu'il a fait, là ?» Hey, c'est malhonnête, désolé, là. Tu sais, chacun a son histoire, là, puis... En tout cas, je trouve ça vraiment... La première pensée que j'ai eue avant de voir à quel point son visage était différent, il avait l'air bien, au lieu de déprimé, comme on a l'habitude de le voir. Peut-être qu'il a trouvé un équilibre dans sa vie. Le fait que ce trophée honorifique provenait
des Français, peut-être que ça avait Pas de beaucoup Hollywood. plus de signification pour lui. Un de ses ancêtres qui était breton, peut-être que ça le touchait plus personnellement que tous les autres trophées qu'il a pu avoir. Et peut-être que c'est pour ça qu'il avait l'air surexcité. Aussi, il était sûrement fébrile parce qu'il allait parler en français. Je sais pas, mais ça n'a aucun sens de dire que c'était pas lui, que c'était un imposteur, que c'était un clone. Come on. C'était Jim Carrey. Je pense que s'il a finalement trouvé un équilibre dans sa vie, il faut le laisser tranquille. Même si on pense qu'il a l'air bizarre, même si c'est plus notre Jim Carrey, de toute façon, ça n'a jamais été notre Jim Carrey. Comme ils disent, c'est juste un rôle, C'est ça. c'est un visage, c'est un masque. Moi, je trouve ça vraiment triste qu'aujourd'hui, c'est tellement facile. C'est tellement facile de juger les mondes sur Internet parce que t'es comme... T'es genre... Oui, ok, il y a beaucoup de... Tu sais, t'as des profils et tout ça, les photos, là, mais t'es genre incognito, là. Donc c'est tellement facile de dire lui c'est de la merde, ça c'est de la pudostie, lui fuck off, lui c'est de la chose, lui il faut que mourir là, mais personne cherche, on a tous les problèmes. Personne cherche de savoir où ça a commencé et pourquoi. C'est quoi là? Pourquoi il a fait ça comme ça? Pourquoi ça arrivait? Pourquoi c'est ça? Pourquoi il est comme ça? Pourquoi il réagit comme ça? Non, personne ne cherche que il dit ah, c'est pétasse qui couche avec plein de monde. Lui, il est connard, là, c'est que juge. Vous comprenez? C'est tellement... Ah, je trouve ça tellement triste aujourd'hui, vraiment, là, genre, vraiment, Internet est fucking triste. Putain, on est tous humains, là. Il faut qu'on tienne ensemble. C'est vrai. Shit! Alors voilà, notre vidéo est finie. J'espère que ça vous a plu, que ça vous a intéressé, hein? Avec nos chemises canadiennes. On est québécois. On n'est pas très populaire, mais vous pouvez changer ça. Si vous avez aimé notre contenu, mettez-nous un bon like. Partagez, hein? Ça va aider notre chaîne. Abonnez-vous si c'est pas fait. Et aussi, je voulais vous dire depuis longtemps, ne vous fiez pas à la petite clochette. Elle ne marche pas la plupart du temps. Elle vous avertira pas forcément d'une nouvelle vidéo. Ne vous fiez pas à ça et visitez régulièrement notre chaîne pour voir si on a sorti quelque chose. On n'est pas les seuls YouTubers à qui ça arrive, mais la petite clochette, elle marche pas. Non. Puis une autre chose que je dois dire là, que fuck IA, ok? Lui, il est authentique, moi je suis authentique, ok. Cette chaîne ne contiendra jamais de contenu généré par une intelligence artificielle, je vous le promets. Non, c'est ça. Sauf une fois au chalet, quand on va être sûr. Mais... Si jamais on a l'air fake, hein, puis qu'on parle poli, puis qu'elle parle bien, ben c'est pas nous, hein. On va être remplacés. Ne vous laissez pas avoir. Comme Michael, comme Jay-Z, comme Tupac, Madonna. Ça va être un clone artificiel. Oui. Qui va être blonde, connasse, grosse toto, jolie fesse, puis... mais poli, hein? Oui. Alors c'est ça, abonnez-vous, hein, pour qu'on... Peut-être qu'un jour, on va avoir des revenus, hein, puis qu'on va pouvoir se payer un vrai prompteur, puis que j'aurai pas des commentaires comme « Hey, tu regardes en bas de la caméra! » Oui, je lis mon texte, je m'en ai jamais caché. Un jour, je vais avoir un prompteur professionnel, et mon regard va être parfait, mais d'ici là, ben on peut pas se le payer, parce que vous vous abonnez pas, mais... Mais tu peux pas faire ça parce que moi j'interromps trop, là, c'est pour quelqu'un qui est toute seule, et t'es pas toute seule parce que moi j'existe pas, c'est comme ça, c'est comme ça, c'est comme ça. Dites-moi pas, hey, tu regardes ton texte? Oui, je le sais. Hein, je regarde mon texte. Je suis un être humain et j'en suis fier. C'est ça. Est-ce que toi tu rappelles le numéro de ta mère? Non. Donc. Bon, je pense qu'il est temps qu'on s'arrête. Oui. Alors, ben, c'est ça. D'ici notre prochaine vidéo qui, je sais, c'est toujours trop long, les écarts. Je sais. On est des humains, on est limités. Qu'est-ce que vous voulez? La recherche, le tournage, le montage. Oui. Mais on lâche pas. Oui. On va être là encore. Ben oui. Mais grâce à vous êtes abonnés. Vous êtes likés, partagez notre vidéo, c'est vraiment merci de tout
notre cœur. 500 Merci. abonnés bientôt. Il y en a qui Merci. célèbrent leur 5 millionième. Ouais. Nous autres, on est contents avec 500. Ben on est oui. très contents. On vous aime, On genre s'en vraiment. fout. Mais on vous aime, vous. Oui. Alors, d'ici notre prochaine vidéo, restez Restez creepy.